1950, 5 ans depuis la défaite de l'Allemagne nazie et du Japon impérial. Les cicatrices du conflit le plus destructeur de l'histoire étaient telles que le monde semblait méconnaissable par rapport à celui qui existait seulement une décennie plus tôt. Des empires s'effondraient, des idéologies et des nationalismes se développaient, et dans le nouvel ordre mondial, des puissances anciennes et nouvelles luttaient pour établir leur place sur la carte géopolitique. Et tout cela se déroulait sous la menace du nuage en forme de champignon des armes nucléaires. Agissant en quelque sorte comme un arbitre, essayant désespérément d'empêcher une autre catastrophe mondiale, c'étaient les Nations Unies, fondées en 1942, alors que les bombes tombaient encore partout dans le monde. Encore un facteur relativement nouveau dans les événements mondiaux, l'Organisation des Nations Unies verrait sa position testée pour la première fois. Quand, sur la péninsule coréenne, l'avenir du peuple coréen, libéré de nombreuses années d'occupation japonaise, se retrouva à jouer le rôle de proxy pour la lutte de la soi-disant guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique et leurs alliés respectifs. Divisé en deux le long du 38e parallèle, la victoire pour le Sud pro-occidental ou le Nord communiste, qui portent un coup pour leurs bienfaiteurs respectifs à Washington ou à Moscou, empêchant l'expansion du pouvoir de leurs adversaires dans la région et possiblement influençant les événements ailleurs dans le monde en leur faveur. C'est l'histoire de la guerre de Corée, où les superpuissances ont commencé leur lutte pour la domination mondiale et ont laissé derrière elles une terre divisée et encore aujourd'hui vivant sous la menace des armes nucléaires. Mais tout d'abord, je suis heureux de dire que War Thunder parraine à nouveau l'une de nos vidéos. War Thunder est l'un des jeux de combat de véhicules les plus complets jamais réalisés, avec une incroyable attention aux détails, ce qui signifie que vous obtenez une véritable expérience de combat immersive. Vous pouvez choisir de jouer plus de 2000 tanks, avions, hélicoptères et navires dans des batailles PVP palpitantes. Et c'est disponible gratuitement sur PC, PlayStation et Xbox. Vous ne manquez aucun aspect du jeu non plus, si vous préférez jouer sur PC. Le mode visé à la souris du jeu vous permet de piloter tout avion avec juste votre souris et clavier de base, sans nécessité d'équipement supplémentaire. De plus, vous pouvez choisir le niveau d'intensité que vous voulez dans votre jeu, d'un match intense et plein d'action, à une expérience plus réaliste et à un rythme plus lent. War Thunder propose des batailles PVP à tous les niveaux, pour tous les styles de jeu. Vous pouvez donc choisir de jouer comme vous le souhaitez. Le détail est impressionnant, allant des graphismes de haute qualité aux véhicules incroyablement détaillés. Vous ne travaillez pas seulement sur des points de dégâts généraux, les véhicules montrent réellement les dommages à leurs composants et à leur équipage, que vous pouvez vérifier sur le rayon X des dommages pour voir exactement ce qui se passe. Utilisez notre lien dans la description ou le commentaire épinglé pour commencer à jouer à War Thunder gratuitement. Encore une fois, c'est sur Xbox PC et PlayStation, donc vous avez toujours le choix d'explorer les graphismes époustouflants et les détails incroyables en jeu. Si vous aimez War Thunder et si vous vous inscrivez sur PC, il y a un bonus supplémentaire avec un pack gratuit qui comprend des véhicules premium, un compte premium, des boosters et plus encore. Que les deux côtés ont respecté pendant une grande partie de la Seconde Guerre mondiale. Mais lors des conférences de Téhéran et de Yalta, le premier ministre soviétique Joseph Staline
a accepté de dissoudre l'accord et de se joindre à la guerre contre Tokyo une fois Hitler éliminé. Staline a rassemblé une armée sous le commandement du maréchal Alexandre Vassilievski, qui, après avoir déclaré la guerre à l'Empire japonais le 8 août 1945, a balayé la Chine, la Corée et les îles Kuriles sous contrôle japonais. Malgré un effectif de plus d'1 million d'hommes, les forces japonaises étaient pratiquement vaincues, et à la fin d'un engagement relativement court, les Soviétiques n'avaient perdu qu'environ 8000 soldats contre 80 000 pour le Japon. Avec l'invasion soviétique coïncidant avec le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, l'empereur japonais Hirohito a été contraint de se rendre le 15 août, mettant fin à la Seconde Guerre mondiale. En plus de mettre fin à la guerre, la reddition japonaise a également mis fin à 35 ans d'occupation japonaise de la péninsule coréenne, et il était désormais nécessaire d'organiser le retrait des troupes japonaises pour permettre à la Corée de devenir indépendante. Des troupes soviétiques étaient déjà dans le nord, et des troupes américaines ont été envoyées au sud pour rassembler les Japonais vaincus et les renvoyer chez eux. Pour éviter que les troupes de l'une ou l'autre des nations alliées ne tirent involontairement les unes sur les autres, il a été décidé que le 38e parallèle servirait de frontière entre elles, coupant effectivement la péninsule et ses habitants en deux. Sous l'influence soviétique, la partie nord a rapidement adopté le style de gouvernement communiste. Tandis que dans le sud, le gouvernement était dirigé par l'autocrate pro-occidental, Syngman Rhee. De manière assez problématique, les deux gouvernements se considéraient comme les dirigeants légitimes de toute la Corée, et avec leurs partisans bientôt à couteau tiré ailleurs dans le monde. Comme lors de la crise de Berlin de 1948, il était clair que ni Moscou ni Washington n'allaient permettre à l'autre d'avoir le contrôle total de la Corée. Et ainsi, le 15 août 1948, la partie sud pro-occidentale est devenue la République de Corée, ou simplement la Corée du Sud. En réponse, Moscou a soutenu la création de la République populaire démocratique de Corée ou Corée du Nord le 9 septembre. Pourtant, malgré la création de ces deux nations, chacune avec des identités distinctes, il y avait un sentiment que la famille coréenne avait été brisée par l'influence étrangère. Et les deux côtés ont continué à pousser pour l'unification, sous leurs propres idéologies diamétralement opposées et alliées. Avec les communistes remportant la longue guerre civile sur la frontière nord et la Chine, à l'exception des nationalistes restants sur l'île de Taïwan, les dirigeants de la nouvelle République populaire de Chine ont adopté une politique étrangère qui promouvait activement les révolutions communistes ailleurs dans le monde, comme un contre-pouvoir aux États-Unis, qu'elles considéraient comme la nouvelle puissance impériale occidentale, exerçant son influence sur l'Asie. Encouragé par cela, le dirigeant nord-coréen Kim Il-sung a demandé à Staline de fournir un nouveau gouvernement, de fournir du matériel militaire à l'armée nord-coréenne pour envahir le Sud, croyant que son peuple pourrait obtenir une victoire rapide avant que les États-Unis et leurs alliés ne puissent réagir efficacement. Staline était initialement hésitant, mais a finalement accepté de fournir des chars et des avions à partir des vastes stocks de guerre de l'armée rouge. Cela inclut un grand nombre d'excellents T-34 des chars moyens, T-34-85, et l'avion d'attaque au sol Ilyushin IL-10. Ce soutien a permis à Staline d'exercer une influence significative sur Kim Il-sung, forçant le leader nord-coréen à reporter plusieurs fois son plan ambitieux jusqu'à ce que Staline estime que l'armée nord-coréenne était prête. Entre-temps, des soulèvements communistes ont commencé à avoir lieu dans le Sud,
initialement sans influence du Nord, mais ensuite activement encouragé par le gouvernement de Kim Il-sung. Les forces sud-coréennes et américaines ont réussi à réprimer en grande partie ces soulèvements, mais Kim Il-sung croyait qu'une fois l'invasion commencée, cela encouragerait des soulèvements de masse contre le gouvernement sud-coréen. Cela a provoqué l'effondrement de l'Union soviétique, enfin. En avril 1950, Staline a donné sa bénédiction à Kim Il-sung pour lancer l'invasion. Crucialement, cela n'a été donné qu'après que le leader communiste chinois, Mao Zedong, a promis d'envoyer sa propre armée si l'invasion ne se passait pas aussi bien qu'espéré. Comme le leader soviétique l'a clairement fait comprendre, il n'enverrait pas ouvertement de troupes soviétiques, sachant que cela conduirait probablement à une troisième guerre mondiale entre lui et les États-Unis, une guerre qui aurait presque certainement impliqué des armes atomiques. Étant donné que la guerre a été instiguée par la Corée du Nord et ses soutiens chinois et soviétiques, on oublie souvent que si les événements s'étaient déroulés légèrement différemment, elle aurait pu commencer par une invasion de la Corée du Nord par la Corée du Sud. En Corée du Sud, Ri, comme son homologue du Nord, a clairement fait savoir qu'il était prêt à unifier la Corée par la force. À l'image des supplications de Kim Il-sung à Staline, il s'est adressé au président américain Harry Truman pour obtenir une aide militaire en 1949, promettant qu'avec le bon équipement américain, son armée pourrait vaincre la KPA en 2 semaines. L'administration Truman était déterminée à protéger le Sud, mais s'opposait à toute action qui pourrait sembler provocatrice pour les communistes, adoptant plutôt la politique de contenir Staline et ses alliés. La vérité était que les États-Unis considéraient la Corée comme une région stratégiquement insignifiante dans le cadre plus large de la lutte contre les communistes. Et le 12 janvier 1950, le secrétaire d'État américain Dean Acheson a prononcé un discours sur la sécurité régionale qui ignorait effectivement la péninsule, amenant certains à conclure que les États-Unis étaient pas prêts à abandonner la Corée du Sud afin de protéger les Philippines ou le Japon occupés par les Alliés. Le soutien américain à cette époque était donc largement limité à maintenir une posture défensive, laissant l'armée sud-coréenne avec 98 808 soldats professionnels en juin 1950, mais sans artillerie significative, de chars ou d'armes anti-chars. L'armée de l'air sud-coréenne, quant à elle, comptait un peu plus de 1000 hommes, et 22 avions, aucun d'entre eux n'étant des chasseurs, tandis que la marine était inexistante, les eaux de la Corée du Sud étant plutôt protégées par une petite garde côtière. Face à eux, venant du nord, se trouvait un cadre initial de 135 000 soldats de la KPA qui, en plus d'être équipés de chars T-34-85 et d'une pléthore d'autres armes, allant des fusils à l'artillerie, étaient hautement motivés et dirigés par des officiers et des sous-officiers qui avaient déjà une grande expérience du combat en luttant avec les communistes chinois contre le Japon et les nationalistes chinois. De plus, ils étaient soutenus par plus de 3000 conseillers soviétiques, transmettant leur précieuse expérience en matière de guerre blindée et l'utilisation du T-34, bien qu'ils aient été strictement interdits de participer au combat. À l'aube du 25 juin 1950, avec la bénédiction de Staline et Mao, Kim Il-sung a frappé le Sud. Un intense barrage d'artillerie a ouvert les hostilités, fournissant un parapluie protecteur sous lequel 100 000 soldats nord-coréens ont franchi le 38e parallèle. Presque immédiatement, l'armée sud-coréenne s'est retrouvée engagée dans une retraite combattante, incapable d'endiguer la marée communiste.
Malgré les signes avant-coureurs dans les mois précédents, le monde a été stupéfait par l'invasion et en quelques heures après l'assaut initial, les Nations Unies ont convoqué une réunion d'urgence. Conspicu par son absence à la réunion, l'Union soviétique boycottait l'Organisation des Nations Unies pour avoir permis aux nationalistes chinois de Taïwan de continuer à occuper le siège de la Chine au sein de l'organisation, malgré le fait que la Chine continentale était désormais sous le contrôle des communistes de Mao. Malgré le discours d'Acheson laissant entendre le contraire, le président américain Truman était catégorique que la Corée du Sud ne devrait pas être autorisée à tomber. Il a averti que faire cela était semblable à l'apaisement de l'expansion d'Hitler pendant les années 1930 et que pour empêcher les communistes de frapper hors de leurs frontières ailleurs autour du globe, il fallait montrer que le monde libre riposterait. En moins de 48 heures, l'Organisation des Nations Unies avait voté pour adopter la résolution 83 appelant les nations membres à fournir des forces militaires pour expulser les Nord-Coréens. Mais en réalité, c'était une autorisation pour les États-Unis de s'impliquer principalement dans le conflit, sans sembler menacer directement un client soviétique. L'Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et de nombreux autres ont également commencé à mobiliser leurs forces armées. Mais entre-temps, l'APC a continué à avancer rapidement vers le sud. Et le jour après l'adoption de la résolution, ils ont capturé la capitale sud-coréenne de Séoul, forçant Ri à déplacer son gouvernement plus au sud à Busan. Avec l'arrivée de juillet, les premières forces de l'Organisation des Nations Unies sont également arrivées, dont le commandement a été confié au célèbre général américain Douglas MacArthur, admiré par beaucoup pour son habileté tactique et sa nature agressive, détesté par beaucoup d'autres comme un égotiste avide de célébrité qui frôlait la mégalomanie. MacArthur était considéré comme un nom familier, qui inspirait confiance au public américain et au-delà, que la situation en Corée pourrait être inversée. Les avions de porte-avions de la marine américaine ont ouvert la guerre aérienne le 3 juillet, tandis que la première unité terrestre américaine à entrer en combat était la Task Force Smith, assemblée à partir d'éléments des forces d'occupation américaines au Japon. Ayant creusé sur une colline au nord d'Ozan qui leur offrait une vue panoramique sur la région environnante, à 07h30, le matin du 5 juillet, ils ont repéré des éléments avancés de la KPA qui s'approchaient d'eux, y compris un certain nombre de T-34 à une portée de 4000 yards. Américains ont ouvert le feu avec les Ursobusiers et ont constaté que la réputation de robustesse du T-34 était méritée, car un certain nombre d'obus ont simplement ricoché sur l'armure inclinée du char. Après 2 heures et demie de combat, les Américains avaient détruit 2 T-34 et endommagé 2 autres, mais cela leur avait coûté presque tout leur stock de munitions anti-chars. Pire encore, des renforts nord-coréens sont arrivés et les T-34 ont dépassé la position des obusiers, laissant l'infanterie américaine commencer une retraite combattante. À la fin de la journée, 60 Américains étaient morts, 21 blessés et 83 avaient été capturés, alors que MacArthur a été critiqué pour avoir envoyé la force opérationnelle sans armement adéquat. Dans les semaines à venir, de plus en plus de soldats de l'Organisation des Nations Unies ont commencé à arriver, tandis que Truman a commencé à réorganiser l'industrie américaine pour soutenir la guerre, bien qu'à une échelle beaucoup plus petite que la Seconde Guerre mondiale. Une grande partie de l'équipement utilisé par les deux camps était de la période de la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans les airs, où les commandants américains étaient prudents quant au déploiement de certains de leurs nouveaux avions à réaction plus avancée, au cas où ils s'écraseraient
et tomberaient entre les mains des Nord-Coréens, qui les donneraient sans aucun doute à leurs alliés soviétiques, pour en découvrir leurs secrets. Au sol, le char Sherman était toujours le prédominant, véhicule de combat blindé des forces américaines et canadiennes, bien que dans leur version améliorée, M4 Atrios et 8, bien que de nouveaux chars aient bientôt été lancés dans la mêlée. Après les États-Unis, la Grande-Bretagne a fourni le plus grand nombre de troupes, et celles-ci ont servi aux côtés des membres de la force d'occupation du Commonwealth britannique, qui, comme les premières unités américaines, ont été transférées du Japon et dont les membres venaient d'Australie, du Canada, de l'Inde et de la Nouvelle-Zélande. Entre août et novembre, leur nombre a considérablement augmenté, alors qu'ils renforçaient le territoire sud-coréen en diminution autour de Busan, tandis que la Royal Navy et la Royal Australian Navy fournissaient toutes deux des porte-avions pour assurer le soutien aérien. Pourtant, malgré l'afflux de troupes de l'Organisation des Nations Unies, les Nord-Coréens ont continué à réduire l'écart autour des forces restantes de Ri. Même la puissance aérienne américaine semblait ne pas réussir à contenir leur avancée. Au cours des premiers engagements, l'armée américaine s'est de plus en plus frustrée par le faible niveau de coopération qu'elle recevait de la part de l'armée de l'air américaine, comparé à ce qu'elle avait reçu pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre la fin de ce conflit et le début des combats en Corée, l'armée de l'air américaine a acquis son indépendance de l'armée. Maintenant, l'armée se retrouvait exclue de nombreuses réunions d'information sur la campagne aérienne contre la KPA et était frustrée par le manque de soutien aérien rapproché et cohérent. Et ce n'était pas seulement l'opinion des officiers sur le terrain. L'as britannique de la Seconde Guerre mondiale, Johnny Johnson, qui pilotait des Martin B-26 Marauder avec la force aérienne des États-Unis, a même remarqué que la coopération entre les services était médiocre durant ces jours cruciaux du début. L'efficacité de la force aérienne des États-Unis a été encore plus entravée par un mauvais renseignement. Dans le but de perturber l'approvisionnement de la KPA, par exemple, des centaines de missions ont été effectuées contre les principales routes et autoroutes. Mais la KPA était douée pour choisir des itinéraires alternatifs, ce que les dirigeants de la force aérienne des États-Unis ont échoué à reconnaître. Cependant, une chose que la force aérienne des États-Unis et les pilotes de la marine américaine ont réussi très rapidement, c'était la supériorité aérienne, car les pilotes de chasse américains très expérimentés ont dégagé le ciel des chasseurs à moteur à piston nord-coréen Yak-9 en quelques semaines. À la mi-septembre, la KPA avait encerclé Ri et les troupes de l'Organisation des Nations Unies dans une zone de seulement environ 5000 miles carrés autour de Busan. Cependant, le succès nord-coréen avait été douloureux. Entre le 25 juin et début août seulement, les Nord-Coréens ont subi environ 58 000 pertes, plus de la moitié de leur force d'invasion initiale. Pire encore, les combats fréquents et intenses avaient réduit à néant ces unités aériennes et blindées, même les redoutables T-34 ne pouvant plus continuer à subir de tels châtiments. MacArthur s'est retrouvé confronté à un dilemme. Logiquement, il était censé de continuer à envoyer des troupes pour renforcer le périmètre autour de Busan, rendant impossible pour les Nord-Coréens épuisés de capturer. Tout en même temps, la puissance aérienne pourrait continuer, coupant les lignes d'approvisionnement de la KPA, forçant les Nord-Coréens à commencer à se retirer. Le problème était que cette tactique prendrait du temps et coûterait un grand nombre de vies et d'équipements. Il a donc décidé de parier sur une opération amphibie derrière la ligne de front nord-coréenne, les attaquant par l'arrière, en conjonction avec une offensive depuis Busan.
MacArthur était doué pour planifier et mener de telles opérations, ayant dirigé les forces américaines lors de la campagne d'île en île à travers le Pacifique contre le Japon. Si un homme pouvait réussir cela, c'était bien lui. Baptisé Opération Chromite MacArthur a rassemblé une force d'environ 75 000 soldats américains, britanniques, canadiens et sud-coréens qui débarqueraient à Incheon à environ 150 miles du périmètre de Busan. Une telle accumulation n'est pas passée inaperçue par les Chinois qui ont averti Kim Il-sung de l'intention de MacArthur. Mais il y avait peu que le leader nord-coréen pouvait faire, sauf pousser pour la victoire à Busan avant que le débarquement n'ait lieu. Incheon était loin d'être idéal pour un débarquement. Situé au bout d'un étroit chenal de 10 miles de long que la force d'invasion devrait traverser, la crainte était que les Nord-Coréens puissent les embouteiller, les détruisant avec des mines et de l'artillerie. Le terrain rocheux favorisait également les défenseurs, mais MacArthur était catégorique, c'est ici que l'invasion aurait lieu. Dans les jours précédant le début de l'opération, les navires de guerre et les avions de l'Organisation des Nations Unies ont dévasté les positions défendables autour d'Incheon tandis que le napalm était utilisé pour dégager les forêts qui pourraient servir de couverture aux forces de la KPA. Le 15 septembre, le débarquement a commencé. Malgré une résistance acharnée, y compris en menant des frappes aériennes relativement inefficaces contre les navires de guerre américains et britanniques, le 19 septembre, la force d'invasion de MacArthur était fermement implantée et en mouvement. Capitalisant sur leur progrès, les forces de l'Organisation des Nations Unies à l'intérieur du périmètre de Busan ont également lancé leur offensive. Fatigués, affamés, à court de munitions et démoralisés, les Nord-Coréens ont bientôt commencé à battre en retraite plus rapidement qu'ils n'avaient avancé vers le sud. 10 jours après le début du débarquement à Incheon-Séoul a été libéré, alors que la retraite nord-coréenne se transformait en déroute, les troupes de l'Organisation des Nations Unies atteignant alors le 38e parallèle et commençant ainsi une invasion de la Corée du Nord. Avec presque plus de tanks ou d'avions restants, Kim Il-sung s'est retrouvé face à la perspective d'une Corée unifiée par la destruction de son nord communiste. Fin octobre, l'Organisation des Nations Unies était sur le point d'atteindre le fleuve Yalu et la frontière avec la Chine elle-même. Il ne lui restait plus qu'une carte à jouer, et c'était de se tourner vers ses voisins du Nord pour de l'aide. La perspective de voir les troupes américaines approcher de la République populaire de Chine a grandement alarmé Mao Zedong, car il considérait les États-Unis qui continuaient à soutenir les nationalistes à Taïwan comme la plus grande menace pour son pays. Mao s'est senti quelque peu rassuré par la promesse de Staline en février 1950, que si la Chine était envahie par les États-Unis, les troupes soviétiques viendraient à son secours. Cependant, concernant la situation qui se détériorait en Corée pour les communistes, Staline était toujours moins qu'enthousiaste à l'idée d'envoyer des troupes soviétiques, craignant que cela ne déclenche la Troisième Guerre mondiale atomique. En guise de compromis, il a donc promis que si Mao envoyait ses propres forces pour soutenir Kim Il-sung, il fournirait une assistance matérielle et technique afin d'aider les troupes de Mao à combler le fossé technologique. Entre les forces de Mao et l'Organisation des Nations Unies, une guerre à cette échelle était la dernière chose dont Mao avait besoin fin 1950. Malgré la victoire de son parti communiste dans la lutte pour le continent, il devait encore faire face à des groupes pro-nationalistes menant des actions de sabotage en soutien au gouvernement de Taïwan qui se préparaient eux-mêmes pour la prochaine étape de la guerre politique idéologique en cours.
Il craignait qu'une victoire des États-Unis en Corée du Nord ne stimule le sentiment contre-révolutionnaire en Chine et ne renforce la position nationaliste dans la région. Son économie avait également été laissée en lambeaux. Mais étant donné la gravité avec laquelle lui et son gouvernement percevaient la menace venant des États-Unis, Mao a estimé qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter les conditions de Staline. La tâche de commander les troupes chinoises en Corée a été confiée au général Peng Duwei, un officier très expérimenté. Mais sa force, l'armée des volontaires du peuple chinois, ou AVPC, malgré son nombre important, manquait de nombreuses armes lourdes qui seraient nécessaires pour affronter les unités blindées de l'Organisation des Nations Unies. Néanmoins, l'introduction des Chinois le 25 octobre a vu un renversement majeur des fortunes de la guerre pour la deuxième fois. Le Parti communiste était une fois de plus à la poursuite des forces de l'Organisation des Nations Unies et de la Corée du Sud, alors qu'elles commençaient maintenant leur retraite vers le sud, de retour vers le 38e parallèle. Entre-temps, les forces aériennes américaines et de l'Organisation des Nations Unies ont continué leur campagne contre la Corée du Nord dans l'espoir de ralentir l'avancée communiste. Mais ils étaient sur le point de recevoir un choc brutal. Le 1er novembre 1950, une escadrille de North American F-50 et un des Mustang, le célèbre chasseur à longue portée de la Seconde Guerre mondiale, se retrouva attaqué par un nouveau chasseur à réaction avancée à ailes en flèche. C'était l'introduction du chasseur à réaction Mikoyan Gourevitch MiG-15, faisant partie du soutien technique de Staline à la Chine. À l'époque, les forces aériennes américaines et de l'Organisation des Nations Unies utilisaient un mélange de chasseurs à moteur à piston de l'époque de guerre, comme le Mustang, et les chasseurs à réaction de première génération à aile droite, comme le Lockheed F-80, Shooting Star, et le Grumman F-9F Panther. Bénéficiant de la recherche allemande nazie capturée et, ironiquement, de la technologie des jets britanniques offerte en signe d'amitié à l'Union soviétique, le MiG-15 à ailes en flèche surpassait facilement ces avions et menaçait de prendre le contrôle de l'air. Ce qui a le plus choqué les pilotes de l'Organisation des Nations Unies, c'est à quel point les MiG-15 étaient bien pilotés par les Nord-Coréens et les Chinois, ce qui a conduit à l'assomption correcte qu'ils combattaient en fait les Soviétiques eux-mêmes. Staline avait envoyé certains de ses pilotes les plus expérimentés pour former ses alliés communistes et engager la puissance aérienne de l'Organisation des Nations Unies chaque fois qu'elle s'aventurait sur le territoire détenu par les communistes. Cependant, ils avaient des instructions strictes de ne jamais survoler le territoire détenu par l'Organisation des Nations Unies de peur d'être capturés et de révéler que les Soviétiques participaient effectivement à la guerre à un certain niveau. Malgré les réserves de Staline, les équipages de bombardiers américains, volant à nouveau avec des avions de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, comme le Boeing B-29 Superfortress, seraient dévastés par ce nouveau chasseur, qui les abattait avec son armement exceptionnellement lourd, qui comprenait un canon punitif de 37 mm. Cela a contraint les forces aériennes des États-Unis à déployer à contre-cœur son propre chasseur à ailes en flèche pour contrer le MiG-15, le North American F-8 Sikh à sabre récemment livré, et les batailles à venir entre les deux types atteindront un statut presque légendaire dans les annales de la histoire de l'aviation, tout en faisant du MiG un nom familier représentant la puissance aérienne communiste aux États-Unis pendant des décennies à suivre. MacArthur avait été furieux de l'intervention chinoise et du renversement des fortunes de l'Organisation des Nations Unies et avait donc prévu une nouvelle offensive visant à écraser la PVA et à obtenir la victoire au cours des 2 derniers mois de 1950. Cependant, le commandant de la PVA,
le général Peng Dehuai, avait anticipé ce mouvement et avait déjà préparé une contre-offensive. Le 6 novembre 1950, la PVA s'est retirée au nord du réservoir de Shozhen, un lac artificiel dont le nom dérive en réalité des cartes de la région capturée de l'armée japonaise, dans l'espoir d'attirer les Marines américains. MacArthur a ordonné au 10e corps des USMC d'attaquer à l'ouest du réservoir afin de couper les lignes d'approvisionnement communistes dans la région, sans savoir que la PVA avait réussi à faire entrer en douce leur 9e armée dans la région pour tendre une embuscade aux Américains. Le 24 novembre, le plan de MacArthur a été mis en action, ce qui est devenu connu sous le nom de « Offensive de Noël à la maison ». Le lendemain, les deux côtés se sont affrontés amèrement le long des rives de la rivière Chongchon, lorsque la 13e armée de la PVA a totalement surpris la 8e armée américaine. 2 jours plus tard, le 27 novembre, la 9e armée a attaqué les Marines américains près du réservoir, qui était maintenant gelé. Et la zone recouverte de neige pendant l'hiver, typiquement rigoureux de la Corée du Nord. Les Marines américains, accompagnés d'éléments des armées américaines et sud-coréennes, ainsi que des Marines royaux britanniques, 41 commandos indépendants, totalisaient 30 000 hommes au total, mais ils furent rapidement encerclés par 120 000 troupes communistes. Pendant 17 jours, la 9e armée a tenté de détruire les troupes de l'Organisation des Nations Unies qui ont survécu principalement grâce à des largages de ravitaillement. Mais les troupes de l'Organisation des Nations Unies n'ont jamais cédé et ont finalement réussi à sortir de leur encerclement et à entreprendre une retraite combative vers le port de Hangnam. Les troupes de l'Organisation des Nations Unies qui se battaient là-bas ont rapidement adopté le nom de peu choisi et la bataille est devenue fermement ancrée dans l'histoire du USMC comme une démonstration de la véritable ténacité du service face à l'ennemi. Pourtant, malgré des exemples de telle ténacité de la part des forces de l'Organisation des Nations Unies, le volume pur des Chinois se dirigeant vers le sud a agi comme un tsunami sur la carte stratégique de la péninsule coréenne. Telle était leur taille. Les troupes chinoises se livraient souvent à des assauts en vagues humaines, au cours desquels de nombreux équipages de chars de l'Organisation des Nations Unies se retrouvaient à devoir faire pivoter leurs tourelles pour repousser des essaims de Chinois s'accrochant à leurs coques, souvent armés de peu plus qu'une seule grenade à main. Ils étaient de cette taille, avec un stock limité d'armes anti-chars pour le PVA. Les combats à Shozhen et le long de la rivière Chongchon ont coûté respectivement 18 000 et 11 000 soldats à MacArthur. L'offensive de MacArthur n'était clairement plus possible, et l'Organisation des Nations Unies était de nouveau en retraite, repoussée jusqu'au 38e parallèle. MacArthur a été contraint d'envoyer un câble à ses supérieurs à Washington avec les mots « Nous faisons face à une guerre entièrement nouvelle ». En termes de gains, au début de 1951, la guerre de Corée vieille de 6 mois était dans une impasse, mais la rapidité avec laquelle l'APV avait repoussé les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies a fait monter en flèche la confiance chinoise d'obtenir une victoire totale. Ainsi, plutôt que de demander la paix, ayant sécurisé la Corée du Nord, les Chinois ont plutôt suivi la force de MacArthur à travers le 38e, et le 4 janvier, Séoul est une fois de plus tombé aux mains des communistes, tout comme Incheon le lendemain, avant que leurs forces ne commencent à s'épuiser une semaine plus tard. Le 5 janvier avançant lentement face à la résistance persistante de l'Organisation des Nations Unies et une supériorité aérienne. Puis, le 25 janvier, la 8e armée américaine a contre-attaqué le flanc ouest chinois et a commencé à repousser vers l'est. Au-delà du champ de bataille, les tentatives de négocier un cessez-le-feu ont échoué.
et le 1er février, l'Organisation des Nations Unies a adopté la résolution 498 désignant ouvertement la République populaire de Chine comme l'agresseur dans la guerre en cours. En même temps, MacArthur faisait des avancées auprès de Truman concernant l'utilisation de bombes atomiques dans un dernier effort pour sauver la Corée du Sud. Truman étant le seul président à autoriser l'utilisation d'armes atomiques au combat. MacArthur pensait qu'il serait réceptif à l'idée. Cependant, cela s'est avéré ne pas être le cas. Truman avait examiné les options atomiques possibles en Corée, mais la plupart de ses alliés clés dans la guerre, notamment la Grande-Bretagne, étaient farouchement opposés à l'idée, ce qui l'a amené à les mettre de côté. L'Organisation des Nations Unies a utilisé des armes nucléaires pour neutraliser des bombardiers armés à Guam. MacArthur a également examiné l'idée d'utiliser des déchets radioactifs pour créer une barrière infranchissable le long du 38e parallèle. Expliquant cette idée à l'auteur Bob Considine en 1964, il a dit « C'était mon plan alors que nos forces amphibies se déplaçaient vers le sud pour répandre derrière nous, de la mer du Japon à la mer Jaune, une ceinture de cobalt radioactif. Il aurait pu être répandu à partir de wagons, de charrettes, de camions et d'avions. Ce n'est pas un matériau coûteux. Il a une durée de vie active entre 60 et 120 ans. Pendant au moins 60 ans, il n'y aurait pas d'invasion terrestre de la Corée depuis le nord. L'ennemi n'aurait pas pu marcher à travers ce collier irradié que je proposais de mettre autour du cou de la Corée. Alors que les lignes de bataille reculaient et avançaient, le 10 février, Incheon a été repris par les forces de l'Organisation des Nations Unies. Mais le 11, les Chinois ont lancé une attaque à l'ouest, qui a forcé les troupes de l'Organisation des Nations Unies à reculer jusqu'à la ville de Wanzhou, entraînant la bataille de Chipyeong-ni, qui a commencé le 13 février. Une fois de plus, les troupes de l'Organisation des Nations Unies, cette fois composées du 23 régiment d'infanterie américain et d'un contingent français, ont été submergées par des forces chinoises supérieures en nombre, déterminées à leur destruction. Mais de lourdes frappes aériennes et d'artillerie se sont avérées être le facteur décisif et ont entraîné environ 2000 morts PVA pour seulement 51 troupes de l'Organisation des Nations Unies. La bataille a représenté le point culminant de l'invasion chinoise de la Corée du Sud et dans les mois qui suivraient, la lutte pour la péninsule se transformerait en une bataille sanglante entre les deux camps. Alors que la puissance aérienne de l'Organisation des Nations Unies écrasait la Corée du Nord, l'infrastructure de la Corée du Sud soutenait le conflit. Alors que les forces communistes avaient été arrêtées et que Séoul avait été libérée une fois de plus, le 17 mars, le risque d'effondrement de la Corée du Sud avait considérablement diminué en avril 1951. Mais Truman et MacArthur étaient de plus en plus en désaccord sur la manière de poursuivre la guerre. MacArthur voulait adopter une position beaucoup plus agressive contre les communistes, mais Truman n'était pas disposé à lâcher MacArthur. Frustré, le général renommé a commencé à critiquer ouvertement l'administration de Truman et même ses propres supérieurs, ce qui allait à l'encontre de la pratique américaine de garder l'armée et la politique aussi séparées que possible. Il était particulièrement critique à l'égard de la restriction des bombardements à la Corée du Nord. Ayant spécifié des cibles à l'intérieur de la Chine, il aurait voulu étendre la campagne aérienne pour les inclure. Ainsi, Truman a estimé qu'il n'avait d'autre choix que de démettre MacArthur de son commandement le 11 avril 1951. La décision a été critiquée chez lui par un public largement admiratif, mais une enquête sur le mouvement a confirmé que le président avait de tels pouvoirs. Et avec le temps, alors que des informations sur la conduite de MacArthur sortaient, l'opinion publique est devenue plus divisée.
Il a été remplacé par le lieutenant-général Matthew Ridgway, tout juste sorti de sa récente offensive contre la PVA, qui avait vu la 8e armée contre-attaquer à travers le 38e. En quelques semaines, le nouveau commandant de l'Organisation des Nations Unies a été mis à l'épreuve lorsque des forces de l'Organisation des Nations Unies, largement inférieures en nombre, ont dû se dresser contre une autre avancée chinoise sur Séoul dans le cadre de leur offensive de printemps lors des batailles de Kapyong et de la rivière Imjin. 2 bataillons du Commonwealth britannique, le 2e bataillon du régiment d'infanterie légère canadien de la princesse Patricia et le 3e bataillon du régiment royal australien ont réussi à repousser une division chinoise entière à Kapyong, tandis que 4000 hommes de la 29e brigade britannique ont réussi à retarder près de 30 000 troupes de la 63e armée de la PVA à la rivière Imjin, bien qu'ils aient subi de lourdes pertes dans la progression. Alors que le printemps cédait la place à l'été, la nature fluide qui avait défini la guerre jusqu'à présent s'est considérablement ralentie. Les 2 camps se sont retrouvés incapables de briser l'impasse brutale, sauf lors de petites escarmouches relativement mineures qu'ils n'ont pas pu exploiter ailleurs. Compte tenu de cette position, les 2 parties ont convenu de commencer les pourparlers de paix en juillet 1951, mais les notions de cessez-le-feu ont été rejetées. Ainsi, alors que des émissaires des 2 camps acceptaient de se rencontrer à Kaesong, en Corée du Nord, pour tenter de parvenir à un règlement négocié, les forces américaines et de l'Organisation des Nations Unies se préparaient pour l'offensive d'automne, qu'ils espéraient d'ajouter du poids à l'équipe de négociation de l'Organisation des Nations Unies. À partir du 31 août, l'offensive menée par la 8e armée, désormais sous le commandement du général Jacques Van Fleet, avec le 1er corps à l'ouest et le 10e corps dans le secteur central-est, tous 2 comprenant 5 divisions de l'Organisation des Nations Unies, attaquant vers le nord, espérant prendre suffisamment de territoire nord-coréen afin de forcer les communistes à commencer à chercher une solution pacifique bénéfique au gouvernement de Ri. Dans le secteur du 1er corps, la 1re division sud-coréenne et la division du Commonwealth britannique ont fait des avancées notables au-delà de la vallée de l'Imjin, tandis que d'autres divisions américaines et sud-coréennes ont avancé au-delà de Chorwon, mais sont ensuite parties, étant engagées dans de lourds combats. Ne voulant pas répéter les revers de l'année précédente, Kim Il-sung avait donné l'ordre que ses armées restantes devaient tenir leur position à tout prix et que quiconque se retirait serait exécuté pour trahison. Le 10e corps, quant à lui, s'est retrouvé à combattre certaines des unités chinoises les mieux équipées et les plus expérimentées. Et dans le terrain montagneux, les combattants américains donneraient des noms à leurs arènes désignées qui entreraient dans la légende. Crête sanglante, le Punch Bowl et bien sûr la crête de la désolation. Malgré le délogement des lignes communistes sur plusieurs miles à un moment donné, menaçant la capitale de la Corée du Nord, Pyongyang, l'offensive n'a pas réussi à gagner une véritable traction qui pourrait être traduite à la table de la paix, qui depuis octobre avait été déplacée au village de Panmunjombe pour des raisons de sécurité. Au contraire, les Chinois et les Nord-Coréens considéraient leur défense comme réussie, malgré plus de 100 000 victimes comparativement à 60 000 parmi les troupes de l'Organisation des Nations Unies. Alors que l'hiver mettait fin aux opérations majeures, les négociations se sont tournées vers la question des prisonniers de guerre. Malheureusement, ces discussions ont engendré beaucoup de mauvais sang entre les négociateurs. Les 2 côtés avaient un grand nombre de troupes qui avaient disparu au combat, présumées avoir été capturées. Mais lorsqu'ils ont échangé les noms de ceux qu'ils avaient en détention, il est rapidement devenu évident que les écarts étaient énormes.
La Corée du Sud, par exemple, essayait de localiser environ 88 000 troupes disparues, mais les Nord-Coréens n'ont produit que 7 142 noms, ce qui a conduit à des accusations de meurtre et de famine dans les camps de prisonniers de guerre nord-coréens. Une mauvaise tenue de livre de la part des Sud-Coréens et de l'Organisation des Nations Unies a également produit des revendications très gonflées sur le nombre de prisonniers de guerre chinois et nord-coréens qu'ils avaient en leur possession, pour ensuite être corrigés. Mais cela a également conduit à la suspicion nord-coréenne que leurs troupes étaient tuées alors qu'elles étaient en captivité. Alors que les pourparlers pour les échanges de prisonniers stagnaient, les Nord-Coréens, qui avaient désormais désespérément besoin de chaque soldat qu'ils pouvaient attraper, ont envoyé des agents pour être capturés et ensuite infiltré les camps de prisonniers de guerre où ils organiseraient les prisonniers pour semer le trouble. L'idée étant de faire en sorte que leurs ravisseurs veuillent réellement les rendre, ce plan a presque trop bien fonctionné, car très bientôt, à partir de décembre 1951, des révoltes complètes ont éclaté dans plusieurs camps, qui ont vu des batailles acharnées se dérouler entre les prisonniers et leurs gardiens de l'Organisation des Nations Unies là-haut. Ces révoltes se poursuivraient bien jusqu'en 1952 et seraient réprimées à l'aide de chars et de gaz contre des prisonniers pour la plupart non armés, ce qui a fourni aux communistes un coup de propagande. Loin de la ligne de front, les troupes américaines devaient également toujours faire face à une insurrection communiste dans le sud, alimentée par des membres de la KPA qui ont choisi de rester en arrière alors que l'Organisation des Nations Unies repoussait leur principale armée, et les tactiques brutales souvent employées par l'armée de Ri et les forces de sécurité pour les réprimer ont vu de nombreux civils pris dans les tirs croisés, intentionnellement ou non. En février 1951, les troupes sud-coréennes de la 11e division ont massacré entre 705 et 719 civils. Lors des massacres de Sanchong-Hamyang et Gochong respectivement, ceux qui ont été tués étaient considérés comme des sympathisants communistes et comprenaient des enfants et des personnes âgées. Ces tueries ont engendré du ressentiment envers le gouvernement de Ri et ont favorisé le recrutement communiste. « 1952 devait s'avérer une année cruciale pour l'avenir de la péninsule coréenne. Aux États-Unis, c'était une année électorale et la guerre en Corée était un sujet majeur dans les échanges houleux entre le Parti démocrate au pouvoir et les républicains. Les républicains, qui finiraient par présenter le héros de la Seconde Guerre mondiale, Dwight D. Eisenhower comme leur candidat, ont attaqué Truman et ses démocrates pour leur mauvaise gestion de la guerre et les accusant d'avoir permis à des espions communistes du Congrès de s'infiltrer aux États-Unis, ce qui avait mis la position occidentale en péril, les preuves étant souvent au mieux douteuses. En Corée du Sud, le président Ri a également fait l'objet de critiques de la part de factions politiques opposées à lui. En 1950, il a remporté un peu plus d'un quart des sièges au sein du législateur, mais savait qu'il avait un soutien beaucoup plus large parmi le peuple. Par conséquent, il a cherché à faire modifier la Constitution pour permettre au peuple de décider qui devrait être le président et a prévu une élection pour l'été, pensant que cela lui donnerait un plus grand contrôle sur le gouvernement. Alors que la campagne politique commençait dans les deux pays et que les négociations se poursuivaient à Panmunjom sur le champ de bataille, c'était le business as usual. Dans les airs, les sabres étaient clairement en train de gagner la journée. Des versions améliorées, couplées à des tactiques supérieures, signifiaient que dans un combat 1 contre 1, les sabres surpassaient souvent les MiG. Cela a également aidé que Staline commençait à resserrer les rênes sur le nombre de MiG-15 qu'il envoyait réellement, comparé aux États-Unis qui envoyaient un plus grand nombre de sabres.
et il a empêché les pilotes soviétiques d'aller au combat. Alors que le contrôle de l'air était arraché aux communistes, 1952 verrait une expansion de la campagne de bombardement. Auparavant, les avions américains et de l'Organisation des Nations Unies privilégiaient les attaques sur les villes et les installations militaires nord-coréennes, faisant écho aux campagnes aériennes alliées réussies de la Seconde Guerre mondiale, qui ont laissé de nombreuses villes nord-coréennes réduites en cendres et en décombres, évoquant des souvenirs de Dresde ou d'Hiroshima. Désormais, cependant, les bombardements incluraient les centrales électriques et les barrages le long du fleuve Yalu, perturbant sérieusement la vie quotidienne dans toute la Corée du Nord et provoquant des inondations généralisées. Finalement, même les systèmes d'irrigation soutenant les barrages pour les cultures ont été ciblés, causant non seulement une perturbation massive du régime de Kim Il-sung, mais aussi une souffrance généralisée pour le peuple nord-coréen. C'est pendant la guerre de Corée qu'un nouvel avion a atteint sa maturité en tant qu'outil de guerre. L'hélicoptère a fait ses débuts brefs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais était essentiellement comparable à une moto volante en termes d'utilisation. Maintenant, en 1950, les hélicoptères avaient augmenté à la fois en performance et en complexité. Et bien que de nombreux commandants sur le terrain aient encore leurs doutes, ils se faisaient lentement leur place dans le cadre militaire, fournissant un soutien logistique, l'évacuation des blessés, et même, à certaines occasions, fournissant une puissance de feu limitée. Probablement l'hélicoptère le plus emblématique de la guerre de Corée était le Bell H-13 Su, rendu célèbre par son inclusion dans le générique de début de la célèbre série télévisée MASH, qui parodiait l'expérience d'un groupe de médecins et d'infirmières de l'armée américaine pendant le conflit. Ressemblant à quelque chose d'un insecte, l'hélicoptère était à l'origine utilisé dans le rôle d'observation, aidant à surveiller les mouvements ennemis, particulièrement importants pendant les premières étapes plus fluides de la guerre, avant qu'il ne commence à adopter divers autres rôles, y compris le transport de troupes blessées sur des brancards montés à l'extérieur. Mais alors que le H-13 représentait la première génération d'hélicoptères, les forces américaines recevaient déjà des premiers exemples d'un avion qui prouverait la véritable utilité de ce nouveau type d'appareil. Le Sikorsky H-19 Chickasaw a établi la norme de ce que les hélicoptères militaires pouvaient offrir. Lorsque les Marines américains ont envoyé plusieurs exemplaires en Corée, en septembre 1951, ils ont immédiatement commencé à acheminer des fournitures aux troupes encerclées sur le terrain dans ce qu'on appelait le Punch Bowl, le nom donné au bassin de Hain. Les Marines ont également utilisé ce type pour insérer des troupes sur des positions de collines isolées, sans avoir à se battre à travers une forêt dense, ou des forces ennemies retranchées pour le faire, ainsi que pour les évacuer si leur position semblait sur le point d'être submergée, ce qui n'était pas possible auparavant. Avec des avions à voilure fixe conventionnelle, sans un grand espace plat pour atterrir et décoller. Le H-19 a eu tellement de succès en Corée que même Staline en a pris note et a ordonné à ses propres ingénieurs de copier le concept de l'hélicoptère, mais à une échelle plus grande pour les besoins soviétiques. Le résultat a été le Mi-14, et cet avion est devenu le pilier de la flotte d'hélicoptères de l'armée soviétique dans les années 1950. L'ironie, bien sûr, était que la compagnie Sikorsky, qui était à cette époque l'un des leaders mondiaux dans la conception d'hélicoptères, a été fondée par Igor Sikorsky, né en Russie, après qu'il a fui sa patrie, à la suite de la révolution qui a créé l'Union soviétique. De retour sur le terrain, les lignes de bataille
sont restés obstinément immobiles tout au long de 1952, malgré une série d'engagements brutaux et sanglants, presque typiques de l'impasse du conflit en cours, était la bataille pour la colline Erie, qui a eu lieu entre le 20 et 1 mars et le 18 juillet près de Chorwon, du côté nord-coréen de l'ancienne frontière. Ici, les troupes américaines et philippines ont défendu, perdu et repris la colline plusieurs fois, au cours de 3 mois de combats acharnés avec la PVA, avant que les troupes de l'Organisation des Nations Unies n'assurent la victoire finale. Les pertes chinoises au cours de la bataille étaient effroyables. Le renseignement de l'Organisation des Nations Unies a estimé qu'ils avaient subi environ 1631 morts, comparé à seulement 33 troupes de l'Organisation des Nations Unies, car le soutien aérien et d'artillerie de l'Organisation des Nations Unies a causé de lourds dégâts. À la mi-1952 même, le président Mao ne pouvait ignorer une telle perte de vie parmi son propre peuple, combattant les États-Unis et l'Organisation des Nations Unies. Et le général Peng Duhuai a donc entrepris une série de voyages du front à Pékin tout au long de 1952 pour l'informer des problèmes en cours pour son armée. Le problème d'approvisionnement était le plus crucial. Ces troupes ne recevaient tout simplement pas les outils nécessaires pour mener une campagne réussie, dont une grande partie était interceptée par les bombardiers de combat de l'Organisation des Nations Unies. De nombreux soldats de l'APV se jetaient sur les chars de l'Organisation des Nations Unies, armés de peu plus qu'une seule grenade ou même d'un pistolet. S'ils étaient chanceux, ils auraient peut-être pu ramasser un fusil d'un camarade tombé ou même un capturé de leur ennemi. Mais même alors, les balles commençaient à manquer. À cela s'ajoutait le problème croissant des rations alimentaires. De nombreux soldats chinois et nord-coréens s'effondraient et mouraient même de faim et de déshydratation. L'infrastructure nécessaire pour leur fournir ce dont ils avaient besoin, presque entièrement dévastée par des bombardements intenses. Pourtant, malgré tout cela, les Chinois ont continué à avancer, refusant d'accepter les offres issues des négociations intermittentes avec l'Organisation des Nations Unies tout au long de 1952. Pendant ce temps, le 5 août 1952, Syngman Rhee a remporté une victoire écrasante lors de l'élection, obtenant 74,6% des voix. Ce ne fut pas sans controverse, Rhee ayant utilisé l'intimidation pour amener les législateurs sud-coréens à permettre l'élection en premier lieu. Maintenant, avec une emprise beaucoup plus ferme sur le gouvernement, il a pu consacrer plus d'attention à l'effort de guerre. Mais des inquiétudes grandissaient au sein de son cercle intime, que les forces dirigées par les États-Unis commençaient à favoriser un armistice avec Kim Il-sung au lieu de pousser à une défaite totale du Nord. Lui-même opposé à cela, Rhee a essayé d'apaiser de telles craintes, en promettant que le peuple américain ne permettrait jamais à aucun de leurs soldats de, comme il l'a dit, mourir pour un match nul. Pendant ce temps, aux États-Unis, le 4 novembre 1952, 20 ans de règne démocratique sur Capitol Hill ont pris fin avec la victoire de Dwight D. Eisenhower sur son rival démocrate, Adlai Stevenson de Wayne. Comparé aux politiques de Truman, Eisenhower voulait adopter une position beaucoup plus ferme pour mettre fin à la guerre en Corée dans le cadre de son intention d'arrêter le communisme, quelque chose qu'il a soutenu que Truman n'avait pas réussi à faire. De manière cruciale, ayant visité la Corée lui-même et vu de ses propres yeux l'impasse qui s'est maintenue tout au long de l'année, Eisenhower s'est montré beaucoup plus réceptif à l'idée d'utiliser des armes nucléaires si les Chinois refusaient de convenir d'un armistice. Alors que l'année 1953 commençait, la situation en Corée semblait pouvoir atteindre un nouveau sommet terrible.
Ayant remporté l'élection, Eisenhower, populairement connu sous le nom d'Isaac, a officiellement pris ses fonctions en tant que 34e président des États-Unis le 20 janvier 1953. Et maintenant, il devait donner aux électeurs quelque chose de positif sur la guerre en Corée, comme il l'avait promis. Il avait espéré que la question de l'échange de prisonniers lors de la négociation pourrait produire des résultats, mais est rapidement devenu aussi frustré que son prédécesseur, quand ceux-ci ont calé. Alors que la situation sur le terrain continuait de stagner, malgré la formidable puissance de feu lancée contre les communistes, il s'est également de plus en plus inquiété du coût financier de la poursuite de la guerre. Cependant, compte tenu de sa politique de fermeté à l'égard du communisme, il lui était impossible d'envisager d'abandonner la Corée du Sud pour économiser quelques dollars. Le 11 février 1953, Eisenhower a rencontré son Conseil de sécurité nationale et a exprimé sa frustration, affirmant catégoriquement que la guerre ne pouvait pas être autorisée à continuer comme elle l'avait été. Étant donné que la bombe atomique était à peu près la seule chose restante dans l'arsenal américain qui n'avait pas été déployée, beaucoup au sein du gouvernement américain ont pris cela comme un signe qu'il était prêt à donner l'ordre et ont commencé à élaborer des plans avec les forces aériennes des États-Unis pour son utilisation dans le conflit. Cela incluait d'éventuelles frappes contre la Chine elle-même. Cependant, Eisenhower était parfaitement conscient que l'utilisation de la bombe en Corée allait être politiquement coûteuse, car même parmi les plus anticommunistes de son parti, certains s'y opposaient, compte tenu des éventuelles répercussions plus larges, avec l'Union soviétique qui soutenait désormais également un arsenal nucléaire en expansion. Par conséquent, il prévoyait de mener une sorte de campagne de relations publiques pour lever le tabou de l'utilisation de telles armes, mettant en avant les avantages financiers, par opposition au coût de la poursuite d'une guerre entièrement conventionnelle. Il espérait cependant toujours qu'il n'aurait jamais à donner l'ordre. Son meilleur scénario était que l'effort pour préparer les armes nucléaires suffirait à convaincre la Chine qu'il était sérieux, et cela les forcerait à accepter un cessez-le-feu au moins. Avant que ce plan ne puisse être pleinement mis en œuvre, le premier ministre soviétique Joseph Staline est décédé le 5 mars 1953. Du jour au lendemain, le tableau stratégique a changé, les soviétiques étant plus préoccupés par leur propre situation politique, dans le vide laissé par Staline, et la situation en Europe avec l'OTAN. Le soutien à la Chine a continué, mais à ce stade, les relations entre Pékin et Moscou commençaient à se détériorer. Frustré par le manque de coopération entre la Chine avec une implication directe soviétique et un sentiment de désintérêt croissant pour la guerre de la part de Moscou, les dirigeants chinois commençaient à se sentir trahis par leurs alliés soviétiques, compte tenu du nombre de victimes qu'ils avaient de fait en Corée pour la cause de la lutte contre l'impérialisme occidental. De plus, le soutien que recevèrent la Chine et la Corée du Nord n'était pas gratuit, et les deux parties étaient censées le rembourser après la guerre. C'est à peine la notion de pouvoir socialiste aux yeux de Pékin. Néanmoins, alors que les négociations de paix étaient toujours en cours, les Chinois ont rassemblé autant de leurs fournitures qu'ils le pouvaient et ont tenté une dernière offensive à l'été 1953, espérant briser l'impasse. Le 10 juin, 30 000 soldats chinois ont frappé 2 divisions sud-coréennes et une division américaine sur un front de 13 km ou 8 miles, et cela a été suivi le 13 juillet par 80 000 soldats chinois frappant le secteur de Kamseng avec le gros de leur attaque tombant sur 4 divisions sud-coréennes. Dans les deux cas,
les Chinois n'ont pas réussi à capitaliser sur les avancées qu'ils ont réalisées dans les lignes de l'Organisation des Nations Unies, avec une puissance de feu américaine écrasante qui leur a été imposée. Les pertes chinoises dans leur dernière offensive, ont dépassé 25 000 tués, avec 3 fois plus de blessés. En juillet 1953, l'Union soviétique avait poussé pour mettre fin au combat. Négociée par l'Inde, une proposition d'armistice a été avancée qui verrait la ligne divisant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Revenir effectivement au 38e parallèle, avec une Corée du Nord dévastée d'un côté et une Union soviétique réticente de l'autre pour allier, la Chine a estimé qu'elle n'avait d'autre choix que d'entrer dans de sérieuses négociations concernant la proposition indienne. Enfin, le 27 juillet, la KPA, la PVA et l'Organisation des Nations Unies ont signé un armistice, déclarant la fin des combats. Bien que crucial pour l'avenir, aucun traité de paix mettant officiellement fin à la guerre n'a été convenu avant le 27 avril 2018. Il reste débattu si Eisenhower a fait une menace directe ou indirecte à la Chine concernant les armes atomiques et si cela a été un facteur instrumental ou non dans l'accord de Pékin pour l'armistice. Cependant, Mao Zedong et en effet le monde entier savaient que même en 1950, les décideurs politiques et les dirigeants militaires américains discutaient déjà de son utilisation lorsque la guerre semblait se retourner contre eux. De plus, malgré l'armistice, Eisenhower était parfaitement conscient que la situation restait tendue, et il a donc continué à faire des plans pour utiliser des bombes atomiques sur la Corée du Nord et la Chine, si le conflit reprenait. Bien que techniquement personne n'ait perdu la guerre, il est également vrai que rien n'a été gagné à partir de celle-ci. Malgré le fait que le rejet des agresseurs communistes soit présenté comme une victoire pour l'Occident, il semblait que tout le monde sortait de la guerre en ayant perdu quelque chose. Même Eisenhower, qui a été contraint d'accepter le confinement communiste sur la péninsule coréenne, malgré sa promesse de campagne de repousser le communisme à travers le monde. À Séoul, Ri se sentait trahi par les États-Unis qui ont négocié l'armistice sans sa participation et l'ont laissé, lui et son peuple, continuer à vivre sur une péninsule coréenne divisée, où les deux côtés étaient maintenant trempés dans le sang de l'autre. Dans de telles circonstances, la haine et la suspicion ont prospéré, et avec elles, les chances de réconciliation ont diminué. Contrairement à l'état de ses forces armées en 1950, après la guerre, et avec une aide significative des États-Unis, les forces armées sud-coréennes sont devenues l'une des principales puissances militaires en Asie et seraient aidées pour défendre la zone démilitarisée. Entre le nord et le sud, dans l'armistice, par un fort contingent de forces américaines bien entrées dans le XXIe siècle. De l'autre côté de la frontière, les choses étaient très différentes. La Corée du Nord a été complètement dévastée par les bombardements américains et de l'Organisation des Nations Unies. Une grande partie de son infrastructure a été anéantie, ses forces armées en lambeaux et plus de 5 millions de personnes sont mortes. La Corée du Nord a dû compter sur l'aide de la Chine pour l'aider à se reconstruire, devenant une sorte de royaume ermite dans la région, largement coupé de ses voisins. Cette rupture de lien a cependant eu un avantage pour Kim Il-sung et ses successeurs, car sans aucun étranger ou influence extérieure prétendant le contraire, il a pu endoctriner des millions de ses compatriotes dans les décennies qui ont suivi, affirmant que la Corée du Nord avait effectivement gagné la guerre en menaçant de détruire les États-Unis. Même aujourd'hui, de nombreux Nord-Coréens
croient que les États-Unis et leurs alliés n'existent que parce que Kim Il-sung leur a permis de le faire. La Chine, quant à elle, a terminé la guerre en se sentant trahie par l'Union soviétique, ce qui a conduit à un refroidissement des relations entre les deux, qui a finalement culminé avec la rupture sino-soviétique de 1961, entraînant les deux puissances communistes à s'affronter l'une contre l'autre ainsi que contre l'Occident, exacerbant encore plus la tension de la guerre froide. Cela a même conduit à plusieurs guerres militaires ainsi qu'à plusieurs affrontements militaires entre les deux, qui, conjugués à la possession par la Chine de ses propres armes nucléaires après 1964, ont considérablement augmenté la possibilité d'une guerre nucléaire en Asie. En ce qui concerne le nombre de personnes tuées dans le conflit, la guerre de Corée est probablement le conflit le plus meurtrier associé à la lutte entre la démocratie occidentale et le communisme oriental pendant la guerre froide. Bien que les chiffres exacts du côté chinois et nord-coréen soient souvent incomplets ou délibérément fabriqués, on sait que la guerre a coûté environ 3 millions de morts, dont plus de la moitié étaient des civils. Les deux parties ont été accusées de crimes de guerre et d'atrocités, certaines étant de la propagande et d'autres non. Le conflit a montré que la guerre froide ne resterait pas un jeu de bluff et que des combats auraient lieu. Il a donc établi le modèle qui serait suivi pour les combats entre Washington et Moscou dans de nombreuses guerres par procuration à travers le globe, où un côté fournirait ses troupes, tandis que l'autre fournirait la formation et les armements pour leurs côtés respectifs. La Corée est restée un avertissement sévère pour les superpuissances tout au long des années 1950 et jusqu'aux années 1960. Cependant, malgré son importance, elle a depuis été qualifiée par les historiens de guerre oubliée, car elle a été éclipsée par lesdites guerres par procuration qui ont suivi, notamment le conflit au Vietnam et l'invasion soviétique de l'Afghanistan, sans victoire à trouver et les tensions sur la péninsule coréenne toujours élevées, peut-être plus encore avec la Corée du Nord ayant ses propres armes nucléaires au XXIe siècle, la guerre de Corée semble être un sujet désagréable pour le grand public, qui ne veut pas être rappelé d'une guerre qui semblait n'avoir rien accompli, sauf du carnage.